Non. Ah. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde d'ailleurs, devrais-je plutôt dire. Bienvenue à tous. Ah, j'ai même pas mis la petite. Oh, c'est pas grave. La petite boule lumineuse, tant pis. Si vous la réclamez, j'irai la mettre. Comment ça va? C'est bien, fidèle au poste, j'en passe. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde se porte bien? J'ai pas fini de paramétrer mon truc, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas démarré mon navigateur spécial Twitch. Suspense. Alors, aujourd'hui on va continuer. On va continuer nos superbes actions. C'est-à-dire qu'on va continuer notre super to-do list. Et on va faire aujourd'hui trois choses. On aura trois choses. Merci pour toi, Scoop Tilted. C'est sympa. Toi aussi, viens partager le savoir. Aujourd'hui, du coup, on va faire trois choses dans notre to-do list. On va être en mesure de supprimer une liste, supprimer une tâche qu'on avait ajoutée dans la liste, et valider, cocher, décocher une tâche pour qu'elle change de style et pour qu'on voit qu'elle est faite. Donc pour rappel, le but actuel de petite application, c'est de faire des to-do list, donc faire plusieurs listes dans lesquelles on peut cocher des choses. Donc une liste pour faire ses courses, une liste des mails à répondre, tout ce que vous voulez en fait, des listes quoi. Vous savez tous ce que c'est qu'une liste. Et la semaine dernière, on était en mesure de créer une liste, et les semaines précédentes, on avait découvert comment faire pour manipuler le HTML, le CSS et le JavaScript. Je fais juste un très bref rappel, parce que malheureusement je peux pas tout répéter à chaque fois. Pour tous ceux qui veulent et qui n'étaient pas là les fois dernières, qui ont envie d'en savoir un peu plus, il y a bien sûr la chaîne YouTube où il y a le découpage de tous les épisodes, épisode par épisode, et même extrait par extrait de 5 minutes par 5 minutes pour toutes les notions essentielles. Donc là on est rendu au moment où on va commencer à rajouter un peu d'interactivité sur nos listes. Donc il y en avait déjà un petit peu puisqu'on pouvait ajouter des listes. Et maintenant on va pouvoir ajouter, supprimer des éléments dans nos listes et les valider. Ça va être magnifique. Merci pour ton follow, Allo94. Alors pour ceux qui viennent d'arriver aussi, si le développement web vous intéresse, sachez que je suis, alors en ce moment c'est un peu perturbé, mais sinon je suis tous les jours en stream pour parler, pour streamer en fait le développement d'une application web qui s'appelle dekideki.com, qui est un produit que je développe et donc qui est basé uniquement sur les technologies web. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à passer en journée si vous avez le temps et si ça vous intéresse. Voilà, alors on va passer là-dessus et... Ah bah parfait, tout s'est bien déclenché, nickel. Bonsoir Mickaël, et bonsoir à tous. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là les fois d'avant, ou qui n'ont pas noté, parce que c'est bien possible que ça soit le cas aussi, je travaille avec un outil qui s'appelle jsfiddle.net, qui me permet de faire l'édition du code directement en ligne. Hop, qui me permet de faire l'édition du code directement en ligne et de voir le résultat directement en n'ayant rien à faire. Et le gros avantage, c'est que peux vous passer directement le lien de ce code là. Donc là par exemple on était rendu à la version 58. Vous voyez le code c'est marqué 0xU6 blablabla 58, 58 c'est la 58e fois que j'ai appuyé sur sauvegarder. Donc on va reprendre exactement à cet endroit là, au 58. Et il y a un truc que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait depuis le début. Et j'aurais pu me mettre... Si je me mettais comme ça. J'aurais pu me mettre comme ça, est-ce que ça serait pas plus mal? Voilà, on a ma liste à droite et on aura un peu plus de place ici. Du HTML, on en a très peu, puisqu'on fait quasiment tout de manière dynamique dans le JavaScript. Du CSS, on en aura un petit peu plus aujourd'hui, mais on va surtout se concentrer, comme l'autre fois, sur le JavaScript aujourd'hui. Donc, pour rappel, comment ça fonctionnait? On a un bouton, on a un input, on a un bouton, et on a un truc invisible ici, qui est une division, qui s'appelle conteneur. Le bouton, on a créé un événement dessus, qui appelle la fonction créer liste. Donc, pour rappel, notre bouton, on lui a attaché un événement. Notre bouton, on lui a attaché un événement, clic. Donc l'événement clic, c'est quand avec la souris vous appuyez. Et ça appelle la fonction créer liste. La fonction créer liste, elle est là. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'abord, elle va créer virtuellement, elle va créer des éléments. Elle va créer un élément de type section, qui est un élément standard du HTML, un élément titre, un élément liste, un élément input, donc ce genre de choses, et un autre élément bouton. Tout ça c'est créé uniquement en mémoire, c'est pas créé sur la page pour l'instant. Ensuite,
on utilisait un petit système de tableau pour savoir où on en était, et on créait, grâce à l'input qui était là, une liste qui avait un nom. Par exemple, si je tapais shopping, et que je faisais ajouter une liste, ça me crée une liste avec le titre shopping, un input et un bouton. Et après, on a vu que là-dedans, ce bouton-là, donc ce sous-bouton en quelque sorte, ce bouton-là, on lui ajoutait lui-même un événement click qui s'appelait ajouter élément et qui permettait de récupérer la valeur qui était là-dedans pour ajouter un élément dans ma liste. Donc là par exemple, je pouvais taper patate. Voilà, des bananes, etc. etc. Donc c'est là où on a été rendu la semaine dernière. Deuxième liste, on a ajouté une nouvelle liste, to do, écrire, tuto. Voilà, to do, rester chez moi, etc., etc., etc. Donc on était capable de faire des listes qui étaient toutes indépendantes les unes des autres et qui avaient à l'intérieur des éléments qu'on pouvait ajouter à la main grâce à cette petite chose. Pour l'instant, j'ai appliqué 0 style. D'accord? À part la bordure sur les listes, j'ai appliqué 0 style, donc tout ça, tu vois, on a les puces qui apparaissent, etc., etc. Donc c'est là où on était rendu. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de rajouter un petit symbole poubelle, soit devant, soit derrière, pour dire qu'on veut supprimer cet élément-là. Un petit élément poubelle tout en haut ici pour dire qu'on veut supprimer toute cette liste. Et qu'ensuite on réagisse à l'événement quand on clique à l'intérieur de ça pour par exemple rayer le texte, ajouter une classe qui va rayer le texte ou des choses comme ça. Je sais pas encore dans quel ordre on va le prendre, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors on peut plier le code aussi, hein. Je vais pas montrer ça, mais on peut plier le code. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier. On peut peut-être réagir au clic ici, ça pourrait peut-être être sympa, ça devrait pas être trop dur. Alors pour ça on va se remettre dans la fonction ajouter élément, puisque c'est elle qui crée dynamiquement ces éléments-là. Donc comment elle fonctionnait? Tout d'abord, elle prenait l'information du bouton ici. Quel était le bouton qui était là? C'était le rôle, quand on reçoit l'événement, on récupérait la target qui a déclenché l'élément, donc c'était ça, et on récupérait son ID. Donc lui il a un ID particulier, ça nous permettait de récupérer notre bouton, l'ID de notre bouton qui était là, qui déclenchait l'événement. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? On pouvait récupérer le numéro en particulier de mon bouton, puisque l'ID c'est mon bouton et un numéro, et on pouvait récupérer ce numéro en particulier. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait l'input qui était là, on récupérait l'UL, donc la liste qui était là, et ensuite on cherchait à créer un nouvel élément. Donc il y avait deux choses à voir ici. Tout d'abord, on récupère tous les éléments qui sont pratiques, donc l'input et la liste, et ensuite on crée de nouveau des éléments virtuels qui est un nouvel élément de type liste. Pourquoi j'ai créé un input? Je me rappelle plus. Ah si, pardon. Un nouvel élément de type input qui est là, qui va être transformé en input de type checkbox pour qu'il affiche une petite boîte, et un nouveau label qui est là, qui va être le texte associé à cette boîte. Ok? Et donc après, ce qu'on faisait, tout simplement, c'est qu'on disait que tout d'abord, ma petite boîte ici, elle devait avoir le type checkbox pour qu'elle puisse se transformer en checkbox plutôt qu'en texte. On lui mettait dans le label ici le texte qu'on avait mis là, et on ajoutait tout ça à la liste qui est là. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on ajoute notre élément, quand on va créer tout ça, on va ajouter un listener, donc on va ajouter un écouteur d'événements pour pouvoir détecter le changement ici. D'accord? Donc pour ça, il y a différentes façons de faire. Soit on détecte le clic sur l'input, soit on détecte le changement sur l'input. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est aller vérifier HTML, checkbox, les différents événements qui sont possibles sur ce genre de choses. Donc là, j'ai tapé tout simplement dans Google HTML checkbox, et en général, on tombe les premières pages directement sur les pages de documentation de cet élément-là. Donc là, blablabla, ça nous parle de plein de choses, et ils nous disent pas grand-chose. Moi, je m'attendais à plus. Une petite checkbox à levier, ok, très bien. Et du coup, ils nous disent que ça, c'est équivalent à un input. Fort bien. Et alors, un input, qu'est-ce qu'il a comme événement? Normalement, on devrait aller voir par là. Ou alors, on va chercher une autre doc qui sera peut-être plus complexe. Développeur Mozilla, pourquoi pas ça? Valeur, attribut supplémentaire, checked et value. On apprend que l'attribut checked sur une checkbox, ça nous dit si la case elle est cochée ou non. Et value, ça représente la valeur quand c'est coché ou non. Donc ça va être true ou false.
Donc là c'est pareil, ça va être vrai ou faux. Utiliser les cases à cocher, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un exemple avec un événement? Check, check, check. Fournir un identifiant cliquable, gérer un état. Oh, c'est un peu dommage. Il ne montre pas un petit exemple. Ah, voilà. Là, on voit qu'il y a l'événement qui s'appelle onChange. Donc ça veut dire que quand l'état de la box change, qui sera cliqué, il y aura une rediff. Ouais, elle sera comme d'habitude sur les chaînes YouTube. D'ici la fin de la semaine à peu près, un truc comme ça. Ça sera découpé en épisodes, etc., etc. Donc comme d'habitude, ça sera là-bas. Et merci pour ton follow, Pandarou. Firefox, ça tombe plutôt bien. Donc, quand il y aura l'événement change, on sera capable d'agir quand la boîte sera cliquée. Donc a priori, on devrait être en mesure, pour cette box, nouvelle box, on devrait être en mesure de faire un truc comme ça. Add, event, listener. L'événement, ça sera change. Alors, on n'a pas besoin de mettre on, il faut juste mettre le nom de l'événement, change. Et là, il faudra mettre le nom de la fonction à appeler quand on va cliquer sur cette boîte, sur cette petite boîte. Ok? Donc là, par exemple, hop, on va créer une petite fonction qu'on va appeler item clicked. Alors, attends, j'avais fait quoi comme format? Ajouter, j'avais fait OK. Donc, on va refaire pareil, item underscore clicked. Ça reçoit l'événement et on va modifier ça. Donc, on lui ajoute ça et on lui ajoute ça. Voilà. Normalement, si là, je fais quelque chose comme ça, dans ma console, donc pour rappel, la touche F12 vous permet d'afficher la console. Alors ça va commencer à être un peu serré, c'est un peu dommage. Ici, normalement, quand je cliquerai sur une item, on devrait avoir un message qui va apparaître. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. C'est un peu dommage que ça s'affiche. Attendez, comment je vais faire? Je vais faire en sorte, petite modification, ancrée en bas. Comme ça, ça va me permettre de garder de la largeur. Mais ici, je vais modifier ça. Voilà. Je modifie en live. Toujours plaisir. Alors attendez, on va faire mieux que ça. Comme ça, et comme ça. Voilà, hors champ, c'est pas grave. Nah, comme ça, parfait. C'est itératif tout ça. Hein. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, normalement, si je clique sur Run, ça va relancer notre truc. Je vais vider tout ça. On va créer une liste. Shopping. Ajouter une liste. Acheter des patates. Ajouter un élément. Et normalement, quand je clique là, on devra déclencher cet événement-là. Donc on devra passer dans Item Clicked et voir l'événement qui a déclenché cette chose. Donc là, on a vu, quand j'ai cliqué, on a bien quelque chose qui s'est créé ici. Si je reclique, il y a de nouveau l'événement qui va se déclencher. Etc. 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 Donc qu'est-ce qu'on voit? Comme l'autre jour, quand on cliquait ici, avec l'événement qui s'est déclenché, on voit les mêmes choses. Donc on va retrouver les mêmes choses. Le target ID, etc. etc. Toutes les mêmes choses. Absolument toutes les mêmes choses. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'être capable d'identifier cette boîte-là pour qu'on puisse modifier cet élément-là. Pour que par exemple, quand je clique ici, ça, on puisse lui rajouter une classe pour que par exemple, il devienne rayé. On va créer une classe rayée et le texte, il sera affiché comme rayé au lieu d'être affiché comme classique, quoi. Tout simplement. C'est clair? Donc, on va faire tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être d'ajouter un ID, un identifiant qui va être unique pour cet élément-là. Nouvelle box. Donc nouvelle box, on va lui faire un set attribute. On va lui mettre un ID. Et là, juste pour le test, je vais mettre l'ID AAA. C'est juste pour le test. On va mettre, même mieux que ça, on va faire checkbox AAA. Voilà. Et ensuite, on va faire en sorte que le label, pareil. Le label, il est un ID. Alors, nouveau label. Il est un ID, puisqu'après, il va falloir qu'on puisse le trouver, qui va s'appeler label AAA. D'accord? Donc là, ce qui va se passer ici, quand on arrive dans l'événement, on va pouvoir récupérer l'événement de notre box. Checkbox ID.
checkbox ID. On va faire comme pour le bouton l'autre fois, event target ID. Donc là, normalement, dans cette variable-là, dans la variable checkbox ID, on va récupérer l'information checkbox AAA. On changera ça après pour que ça soit quelque chose de plus aléatoire. Maintenant, normalement, on devrait être capable de récupérer notre label. Label cible égale document. On va pas s'embêter, get element by ID. Get element by ID de. Alors il faut qu'on identifie. Alors var, comment j'avais fait l'autre jour, on va reprendre les mêmes noms. ID cible, var ID cible égale checkbox ID .split checkbox. Alors pour rappel, split, ça vous permet de partager une chaîne de caractères. Si par exemple vous avez une chaîne de caractères comme celle-ci, checkbox underscore AAA, et que vous faites un split par rapport à l'underscore, dans ce cas-là, vous allez obtenir un tableau qui aura deux chaînes, la chaîne checkbox et la chaîne AAA. Donc là, on va faire un split sur l'underscore. Donc l'indice 0, ce sera checkbox, et l'indice 1, ce sera tout ce qui est après l'underscore. Donc ça sera AAA. Donc on va récupérer ça. L'ID cible, ça va être ça. Et maintenant, si on veut récupérer notre label, on a juste à faire label underscore plus ID cible. On va recomposer notre chaîne en ayant le morceau d'ID qui est après l'underscore et la chaîne label underscore. Donc là, normalement, on a récupéré notre label qui est là. Et on va pouvoir faire label cible. Alors, class list ou juste class name. On va lui dire que dorénavant, toutes ces classes, elle va comprendre. Je reformule. Vous savez, un élément, on peut avoir classe comme ça. Eh bien, cette chaîne-là, classe, en JavaScript, on peut l'accéder avec class name. D'accord? Donc si là, par exemple, classe, ça vaut test, ici, class name, je pourrais l'écrire comme ça, pour lui dire que la classe, elle vaut test. Donc là, si je récupère class name, si je lui mets une valeur, par exemple, rayé, alors je vais pas l'écrire avec des accents et tout, j'aime bien, ou même, tiens, à l'infinitif, rayé. Alors dans ces cas-là, cet élément-là, qui est un label, aura aussi la classe rayé. D'accord? Et donc il ne nous restera plus qu'ici, en CSS, à rajouter quelque chose qui dit que quand quelque chose possède la classe rayé, dans ces cas-là, le texte doit avoir un style striked. Si je dis pas de bêtises. CSS strike text. Text decoration line through. Alors pour rayer un texte, ça va être ceci. More example. Alors faut me faire confiance, c'est juste l'habitude. Hop. Là normalement ça va faire une ligne à travers quand il y aura la classe rayée. Donc on va voir si tout se passe bien. Run. Donc la liste shopping. Ajouter une liste. Item à ajouter. Test. Ajouter un élément. Et donc quand je vais cliquer, normalement ça va ajouter la classe rayée. Et on voit que c'est ce qui s'est passé. Examiner l'élément. Ici, on a bien notre label. Et on voit que maintenant il a bien la classe rayée. Si je refais une nouvelle liste, ah bah je vais avoir le même élément. Je vais rerun, je vais relancer le truc, donc je recrée ma liste. Shopping, patate, ajouter un élément. Si je le regarde par défaut, on voit qu'il n'a aucune classe. Il n'a pas de classe. Dommage. Et si je clique, on va voir la classe apparaître ici. Hop. Et on a bien vu qu'il y a la classe rayée. Et comme maintenant il y a la classe rayée, automatiquement j'ai ce style CSS qui s'applique et qui va rayer mon texte. Alors on pourrait même s'amuser à faire par exemple color du texte pour qu'il y ait une couleur qui soit moins forte. Par exemple un espèce de gris 7F, un espèce de gris. Donc si je fais ça, mon texte il sera à la fois rayé et en même temps il sera gris clair. Vous voyez? Donc là on voit bien qu'il a été rayé par rapport à un texte normal.
D'accord? Alors maintenant, on a un petit souci. Enfin, on a deux petits soucis. D'une part, on a uniquement le passage dans un sens. Vous voyez, si je décoche, mon texte il ne revient pas à la normale. Ça serait bien qu'il revienne à la normale quand je reclique dessus. Salut Melkorat. Ça serait bien qu'il revienne à la normale quand je clique dessus. Oui, c'est ça. Là, le problème, exactement. T'as tout compris. Si je relance, shopping, ajouter une liste, patate et banane. Si là je clique, le problème c'est que comme tous les labels ont le même nom, il y a un problème en fait. Là, c'est pas correct. On peut pas prédire le comportement parce que les deux. On peut pas prédire le comportement parce que les deux labels, ils ont exactement le même ID. Or, dans une page HTML, un ID doit être unique. C'est-à-dire que sur toute la page, j'ai qu'un seul élément qui doit avoir le label, qui doit avoir l'ID, par exemple, label AAA. Il doit être unique. Donc là, c'était juste pour tester que l'appel à ma fonction fonctionnait. Mais là, effectivement, ça fait partie des deux choses à régler. D'une part, régler le problème que quand je clique, voilà, j'ai cliqué sur le deuxième, c'est le premier qui s'est mis en marche. D'une part, que quand je clique, ça se déraille, et d'autre part, quand je clique sur l'un, c'est bien celui que j'ai cliqué qui soit sélectionné. Donc pour ça, il faudra que mon label soit dynamique. Donc on va faire les deux choses. Pour l'instant, d'abord, la première chose qu'on va faire, ça va être tester la valeur de ma boîte. Donc, tester ma checkbox. Donc on va récupérer la checkbox. Donc on va faire comme ça. Var checkbox. Quoique je dois l'avoir dans l'ID, dans l'event. On va vérifier. Je dois l'avoir dans mon event, ici. Target. Ça me la donne complètement. Donc si là je vérifie ma target, hop, normalement j'ai l'état checked, voilà, qui me permet de savoir si elle est réglée ou pas. Donc ici, si je fais event.target.checked, je peux savoir si elle est cochée ou non. Donc là c'est si elle est cochée, dans ces cas-là, mon label doit avoir la classe rayée, et sinon, il doit avoir aucune classe en particulier. D'accord? Donc là je teste ma checkbox, je teste sa propriété checked, qui est vraie si on est coché, ou faux si on n'est pas coché. Checked, ça veut dire coché en anglais. Donc on va vérifier ça, déjà, dans un premier temps. Shopping, ajouter une liste. On va mettre des vraies données, patate. Donc là, si je clique, ma case va devenir checked, ça va prendre la classe rayée. Et si je reclique, donc si c'est pas coché, ici, on va enlever la classe, il n'y aura plus de classe, et donc dans ces cas-là, normalement, ça va revenir à son état initial. Vous voyez, je clique, ça coche, je reclique, ça décoche. Dans un cas, j'applique la classe, dans l'autre cas, j'enlève la classe. Et oui, j'en passe exactement. On peut pas mettre la même classe, mais il faut que chacun soit identifié de manière unique. Donc on est obligé de passer par ID, par un identifiant unique à chacun. Donc pour cela, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que ce morceau-là, ici, il soit dynamique. Il faut que ce morceau-là, il change. Alors par exemple, on va créer un morceau var unique ID. Il va falloir que ça vale quelque chose, donc là je vais mettre juste AAA pour l'instant. Et ce unique ID là, on va l'ajouter pour qu'il soit ajouté à ma checkbox et à mon label. Donc par exemple, un truc qu'on peut faire, c'est que une façon d'avoir un numéro unique, c'est de prendre le temps pile poil au moment où est créé l'objet. Donc là par exemple, ce que je vais faire, petite astuce, je vais faire un objet de type date, et je vais prendre la valeur, alors il me semble que c'est time. JavaScript, time, getTime. Voilà. Et là on apprend que getTime en JavaScript, ça retourne le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970, qui est la date un peu... c'est un peu le point de départ au niveau informatique, vous la verrez très fréquemment cette date-là. Donc l'avantage de prendre la date, de prendre ce nombre de millisecondes, c'est que, a priori,
l'être humain n'est pas une machine et va pas être capable de créer 10 milliards d'éléments dans la même milliseconde. Donc a priori, au moment où il va cliquer, on va avoir un getTime qui va vouloir quelque chose, et le moment où il va recliquer pour recréer un nouvel élément, le getTime aura évolué, il sera passé à quelque chose de supérieur. Donc a priori, mon ID, je suis tranquille, il va bien être unique pour chaque couple box, label. D'accord? Donc normalement, si on fait ça, on devrait être relativement tranquille, et ça devrait le faire. C'est une petite astuce pour avoir un numéro pseudo-unique. Là, ça marche parce qu'on fait sur une action manuelle. Évidemment, si on faisait sur des actions qui venaient d'une base de données ou des trucs comme ça peut être beaucoup plus rapide. Ça peut poser problème. L'échelle de la milliseconde pourrait poser problème. Shopping. Patate. Donc là, si je crée ça, si on regarde l'élément, on voit que dorénavant, l'ID de la checkbox, c'est bien checkbox underscore et un numéro, une longue chaîne de numéros. Et label, c'est bien une longue chaîne de numéros ici. Si je recrée un autre élément, les bananes, on voit que banane, c'est pas le même numéro. Comparé à tout à l'heure où on avait AAA, là on a bien, ça commence pareil puisque c'est le nombre de millisecondes, donc là ça va être le nombre de minutes, heures et compagnie. Mais là on voit bien qu'on finissait par 317 et là on finit par 936. Donc on est bien sur deux numéros qui sont différents. Et celui-là est nécessairement supérieur à celui qui est là. Donc là normalement, quand je clique sur l'un, la sélection devrait se faire correctement puisqu'ils sont bien distincts l'un et l'autre. Patate, c'est bon. Je peux bien sélectionner, désélectionner patate. Et banane, je peux bien le sélectionner et le désélectionner aussi. Donc on a réussi à avoir les deux éléments qui sont bien distincts l'un par rapport à l'autre. Donc déjà dans ma to-do list, c'est pas mal. Parce que là déjà, j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus normal en fait, tout simplement. Et ça commence à ressembler à une vraie to-do list. Je peux cocher des éléments, des items qui sont faits. Alors au niveau style, on est encore dans un truc très pauvre, il faudra un bouton qui soit beaucoup plus gros ici, ou des choses comme ça. Mais rien que ça, déjà, ça donne un comportement qui a du sens. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, ça va être que, de temps en temps, vous savez, vous avez des éléments que vous utilisez fréquemment, vous voulez les cocher ou des trucs comme ça, mais vous pourriez avoir tout simplement envie de le foutre à la poubelle, l'élément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cet élément-là, on va rajouter une petite icône, par exemple une petite poubelle, pour qu'on puisse dégager l'élément si jamais on n'a plus envie. Donc quand on va rajouter un petit dessin de poubelle, et si on clique sur la petite poubelle, ça supprime tout cet élément-là, toutes ces lignes-là. Ok? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première chose qu'on va faire, du coup, c'est de donner aussi un ID à l'élément list qui porte notre information ici. Donc cet élément list, on va faire pareil. On va lui donner un attribut ID, nouvel item. Hop, nouvel item. On va lui donner un nom, par exemple LI et unique ID. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça au même endroit. Ici, là et là. Voilà. Comme ça, là on met les ID, là on met d'autres paramètres, etc. Tout ça c'est pas mal. On récupère le temps. Pseudo unique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, là on a une ligne, pardon, un élément de liste, un list item, qui a comme nom LI plus le fameux unique ID, une checkbox et un label. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter tout simplement un petit machin, par exemple de type span. Alors, nouveau span. Donc pour rappel, span, c'est juste pour porter un élément inline. Cet élément, il va être donc de type span. Ce nouveau span, on va lui mettre pareil, un attribut qui va être le même que tout le monde. Span, unique ID. Et dedans, il va falloir mettre du texte. Donc, nouveau span, .text content. Pour l'instant, on va juste mettre le texte effacé. C'est pas terrible, mais vous allez voir, on va faire mieux après. Et donc là, pareil, quand on va cliquer sur notre span, nouveau span, quand on va cliquer sur le nouveau span, dans ces cas-là, on veut que item, alors, effacer, clicked. On va appeler une fonction qui s'appelle effacer clicked. Cette fonction-là, elle va faire un petit peu pareil.
sauf que elle va aller supprimer tout le LI. Elle va trouver le LI et elle va le supprimer. Donc, on va faire ça. Fonction. Ah, j'avais déjà copié ça dans mon presse-papier. Effacer click. Donc, quand on a cliqué sur le bouton effacer, dans ces cas-là, on veut faire un effacement. Donc, on va pas s'embêter trop. On va reprendre tout ça. Donc là, ça va être span ID. Donc, span ID, ça va être le span qui est là. On va récupérer son ID. On va récupérer la cible, c'est-à-dire le numéro qui va être à la fin. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'on trouve var li cible. Il faut qu'on trouve le li qu'on veut supprimer. Donc, document get element by id, li, clicked. Donc là, ça va être li avec le numéro qu'on vient d'isoler. On va déjà essayer d'afficher tout ça. On va afficher l'event, et on va afficher si on arrive bien à trouver le LI cible. J'aime bien faire des petits affichages comme ça intermédiaires. Je crée une liste, shopping. J'affiche aussi ma console, c'est toujours pratique. Ajouter une liste. Patate. Pour l'instant tout se passe bien. Par contre on voit que j'ai pas mon effacé. Il s'est pas ajouté. Pourquoi il s'est pas effacé? Pourquoi il s'est pas ajouté? Parce qu'on a oublié de l'ajouter là-dedans. Nouvelle box, nouveau label. Dans mon item, j'ai oublié de faire ajouter le span. Donc la box, le label et le span il va venir après. On va faire comme ça, je relance. Shopping, ajouter une liste, patate, ajouter un élément, patate effacée. Donc la box, input, le texte label et effacer qui nous permet, quand on clique dessus normalement, d'effacer toutes ces lignes. Donc si je clique sur effacer maintenant, normalement, checkbox ID, alors j'ai un event target ID. J'ai fait une bêtise. Parce que, ah oui évidemment, là c'est plus checkbox ID mais c'est span ID qu'il fallait prendre. Donc on est bien arrivé dans la fonction, sauf que là la fonction elle voulait utiliser une variable qui s'appelle checkbox ID que je n'ai pas déclarée puisque c'était ce que j'avais avant. Donc là c'est span ID qu'il faut prendre et mettre ici. Sinon ça aurait été bon. On recommence juste pour vérifier qu'on est bien sur la bonne voie. Shopping, ajouter patate, ajouter un élément. Quand je clique sur effacer, alors ça c'est des problèmes de JS fidèle, quand je clique sur effacer, on a bien le clic qui a eu lieu, l'événement clic, ça c'est mon console log event, et on a bien réussi à sélectionner le LI. Donc maintenant, il faut juste réussir à ce que LI cible, il faut juste réussir à supprimer LI cible de ma page. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander à Google, JavaScript, supprimer élément, supprimer DOM élément. Ça sera plus précis. Donc là, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Il y a ça. La méthode childNodeRemove retire l'objet de l'arbre auquel il appartient. Donc si on prend un élément et qu'on applique remove dessus, normalement, il va disparaître. Donc on va tenter ça. Remove tout simplement. Et donc là, si on fait li cible.remove, a priori, ça devrait supprimer notre élément. Donc shopping. Ajouter une liste, patate, ajouter un élément, et si je clique sur effacer, on va sélectionner ça, et normalement on va le supprimer. Hop, on a bien notre élément qui a disparu. Si je recrée quelque chose, comme banane, de nouveau, ça permet d'effacer. Donc ça fonctionne. Alors maintenant le texte effacé, il est moche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire emoji, poubelle. On va utiliser tout simplement une petite emoji, icône poubelle, voilà, parfait. Et on va ajouter ça. Comme on a le droit de mettre ce qu'on veut puisque c'est un texte, pourquoi pas mettre une emoji et être moderne. Run, shopping, ajouter, patate, ajouter, et donc maintenant il y a une petite icône de poubelle. Donc si je clique sur la poubelle, ça va supprimer tout ça. Voilà, ça disparaît. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Encore une fois, c'est moche, il n'y a pas de style, mais ça va être pas très difficile. Ça va être facile à ajouter après.
Mais si jamais on clique sur deux boutons à un intervalle de temps très limité, il ne risque pas d'avoir le même ID. On est à l'échelle de la milliseconde. Donc ça veut dire que si tu arrives à cliquer en moins d'une milliseconde sur le bouton, effectivement il y a un problème. Si tu arrives à faire ça, à taper un texte, ajouter, taper un texte, ajouter, en moins d'une milliseconde, effectivement tu auras exactement, hop hop hop, tu auras exactement le même get time. Mais là, on va chercher à rester dans un cadre simplifié, donc on va considérer qu'un humain normalement constitué, je pense qu'on est assez prudent de ce côté-là, n'est pas capable de rentrer du texte et de cliquer sur le bouton en moins d'une milliseconde. Ok? Mais effectivement, ça a ses limites. Mais on est au courant des limites, donc a priori on est relativement safe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là on a déjà 2 objectifs sur 3 pour ce soir, qui étaient sélectionner, supprimer, et le dernier objectif, ça va être aussi d'avoir sur ça, d'avoir là aussi un bouton qui nous permet de supprimer la liste en entier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter dans le cadre de notre liste, dans cet élément-là, rajouter un bouton qui nous permet tout simplement de supprimer toute la liste. Je pense que vous voyez déjà un peu le truc venir, puisque c'est un petit peu pareil que le reste. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais créer ma liste, on va rajouter un truc, on va appeler par exemple var bouton effacer. On va créer un petit élément, par exemple un élément de type span. Bouton effacé, on va lui mettre un texte qui va être notre petite icône de poubelle. Hop, on va la récupérer ici, copier. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas l'icône la plus belle au monde, mais ça fait l'affaire. Notre petite icône de poubelle. Et ensuite, quand on appuie sur le bouton effacer, on ajoute un event listener qui va appeler effacer une liste. Donc là, c'est pareil, il va falloir que tous nos machins ils puissent avoir un ID qui est unique. Donc là, en l'occurrence, l'ID, on s'était servi de l'information length pour trouver l'ID. Avec le recul, je me dis que c'est bien, mais pas top. Je réfléchis. Parce que, est-ce qu'on peut avoir 2 fois... On risque... Il y a certains cas, comme on va pouvoir commencer à supprimer des listes, à un moment, le mailx length il va pouvoir avoir le même numéro. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. Var unique ID égale new date. C'était quoi? New date.getTime. GetTime. On va récupérer, qu'on va faire comme tout à l'heure. Unique ID, mes listes listuel, unique ID. Unique ID et unique ID. Et ici, mon bouton effacé, pareil. btn effacé. On va faire exactement comme tout à l'heure. Quand on crée une liste, la liste, elle va prendre unique ID comme numéro. Donc là, effacer, ul, unique ID. Donc on va avoir une liste, une div ici, qui aura comme nom listuel unique ID, un bouton à l'intérieur qui aura comme nom effacer ul unique ID, et ensuite un input et un bouton qui vont pareil, nom item unique ID et bouton item unique ID. Normalement ça devrait fonctionner exactement de la même façon. Et maintenant il me reste juste à coder la fonction effacer liste. Alors je vais la mettre là, parce que pourquoi pas. Effacer liste, event, tac tac, et grosso modo le code il va être très similaire à ce qui se passe ici. On va avoir notre span, on pourrait même s'amuser à l'appeler effacer ID, ça va être le bouton sur lequel on a cliqué, ça va être son ID. On va récupérer l'ID cible, donc là il faut se méfier parce qu'on a 2 underscores, donc l'ID il va être placé à l'indice numéro 2 et non pas l'indice numéro 1. Donc l'indice 2. Et maintenant, ce qu'on veut trouver, c'est l'élément qui s'appelle list ul unique ID. D'accord? Je vais reprendre tout ça après, hein, parce que je sais que j'étais... Ah même pas, c'est ma section que je veux. Ah, et ma section, vous avez vu, je l'ai pas mis d'attribut.
Donc il va falloir faire pareil. Ça va pas être très dur. Section, underscore, unique ID. Voilà. C'est un détail que j'avais oublié de faire. Vous voyez, ID cible, et ensuite section cible, document, section, ID cible. Est-ce que c'est clair? Je reprends ce que je viens de faire parce que je suis conscient que j'étais un petit peu vite. J'ai rajouté, tout d'abord, j'ai rajouté un bouton qui est en fait un élément de type span. J'ai rajouté un bouton que j'ai appelé bouton effacé, qui va s'afficher quelque part par là. Ce bouton, d'ailleurs il ne va pas s'afficher du tout puisque je ne l'ai pas mis ici. Ce bouton il va s'afficher là, puis on aura, même devant le truc shopping. Puis ensuite on aura le titre shopping, etc. etc. Et ma liste va se créer comme d'habitude. Mes éléments, j'ai renommé la façon dont je crée leur ID pour faire comme tout à l'heure. On crée un unique ID avec la date et le temps qui s'est écoulé en millisecondes. A priori, comme tout à l'heure, on ne peut pas s'amuser à créer des listes à la vitesse de l'éclair, donc on est relativement tranquille sur le fait que les ID vont être uniques. Merci pour ton follow, DevBrix. Je suis désolé, je l'avais pas vu. Je vois un petit peu qu'en retard parce que des fois, quand je suis à fond dans l'explication, je prends pas le temps de regarder le chat. Donc on est assez prudent, on sait qu'on risque pas de cliquer non plus à la vitesse de l'éclair là-dessus. Et comme l'autre fois, c'est le même code que l'autre fois, je ne l'ai pas touché, on s'amuse à créer les différents éléments, à créer des unique ID à chaque fois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié ce bouton, son événement clic, donc le fait qu'on appuie dessus, on lui a relié une fonction qui s'appelle effacer liste. Cette fonction liste cette fonction effacer liste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'ID de l'élément qui a déclenché cet événement. Donc l'élément qui a déclenché l'événement, c'est le bouton span effacer bouton, je sais pas comment je l'ai appelé. On récupère l'ID qui est dedans et on le coupe au niveau des underscores. Donc comme son nom c'est effacer underscore ul underscore, il faut que je coupe ici et que je compte le deuxième élément. 0, 1 et 2. Il sera là. Donc je récupère le deuxième indice, enfin l'indice l'élément à l'indice numéro 2, et ensuite j'ai juste à trouver la section qu'il faut être effacée. Donc section, underscore et cet ID, puisque c'est comme ça que je les ai nommés. Section, underscore et l'ID. Et après, comme tout à l'heure, j'ai juste à faire remove pour qu'elle dégage magiquement de mon élément. Si je lance tout ça, je crée ma liste shopping. Ah, et j'ai un problème. J'ai créé sur ajouter une liste et ça s'est pas déclenché. Il me dit data is not defined. Data. Où est-ce que j'utilise data? J'ai mal écrit date. J'ai mal écrit date. Voilà. Shopping. Non, son parolier, je t'avais prévenu, mais correct sur les. Je l'aimais pas sur ça. J'ai mon truc, j'ai mon titre, et maintenant je peux relier par exemple, je peux mettre patate. Ça fonctionne toujours pareil. Si je supprime, il dégage. Je peux en mettre plusieurs, c'est pas un problème. Et si je clique là, c'est pas juste l'élément qui va dégager, mais c'est carrément tout ça. Hop, et tout ça qui dépasse. Et je peux en mettre une nouvelle liste. Et je peux en mettre plusieurs si je veux. To do, rester chez moi, ajouter un élément. Si je clique là, celle-là elle va rester où elle est, mais celle-là elle va disparaître. Et voilà. Donc maintenant on est capable de supprimer des listes, d'en créer évidemment, de créer des éléments dans une liste, de les supprimer, et de changer leur état en cliquant dessus. C'était tout ce que je voulais couvrir ce soir, donc c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une petite pincée de CSS pour avoir un truc un peu plus joli. Donc par exemple, ça, cette petite... Oups. Par exemple, ça, ce petit bouton-là, au lieu qu'il soit dans le coin supérieur gauche, moi j'aimerais qu'il soit dans une position complètement en haut à droite. Donc il y a une façon de faire, quand on veut trifouiller un petit peu comme ça, on peut s'amuser à modifier directement dans l'inspecteur le style. Alors je suis désolé, je ne peux pas zoomer sur cet élément-là. Il manque une sauvegarde de la liste. Patience, ça va venir. Il y aura un bouton, enfin il y aura même un événement sauvegardé qui va se déclencher un peu de tout et n'importe quand. Ça va venir, mais étape par étape. Évidemment, là le problème c'est que si on quitte la page, tout est perdu. Mais ça viendra, on fera une sauvegarde locale.
Donc là, ce qui serait cool, ça serait de modifier, de bouger cet élément-là. Si on veut faire des tests sans trop s'embêter, on peut utiliser directement l'inspecteur ici pour le faire. Donc là, par exemple, on va modifier sa position pour qu'au lieu qu'elle soit placée dans le flux, c'est-à-dire qu'elle soit placée les uns à la suite des autres, on va dire que cette position-là, elle soit absolue. Ah, position absolue. Position absolue. Et que cette position-là, elle soit en haut. Ah pardon, relative. Non, absolue, c'est ça. On va voir pourquoi ça marche pas. Et si je dis... J'ai plus de batterie. C'est systématiquement tous les mardis soirs. Je la recharge tous les mardis soirs. Et parce que elle a duré réduit de apparemment une semaine. Si je dis pas de bêtises, j'aime pas le positionnement. Voilà. Pour que le positionnement en position absolue, c'est-à-dire qu'on lui donne une position absolue dans l'espace, pour que ça soit référent, pour que notre élément il se positionne de manière absolue dans un élément, il faut que l'élément dans lequel on s'intègre soit lui-même en position, dans une position particulière, donc soit relative, soit absolue. Donc là, j'ai dit que ma section, elle devrait avoir une position relative, donc par rapport à elle-même, on peut la décaler. Là, en l'occurrence, je la décalerai pas, je dis juste qu'elle est relative, c'est tout. Je lui fais pas de décalement. Et du coup, mon élément qui sera en position absolue, je peux le placer comme je veux, par rapport à son parent. Donc, par rapport à la section. Donc là, en l'occurrence, je lui dis de se placer en haut à droite. Top, ici, et right, ici. Donc maintenant, chaque fois que je vais créer une liste, j'aimerais que ça se fasse comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le CSS, on va créer... On va pas forcément créer de classe, d'ailleurs on n'en a pas besoin. Section, on va dire que toutes les sections, elles doivent avoir une position relative. Et que tout... Ah ouais, on va quand même créer une classe en fait, on va pas avoir le choix. Ouais, on va créer une classe. Et que tous les éléments qui vont être de type... span, et qui vont avoir une classe en particulier. Donc, alors, bouton effacé, point class name. On va lui mettre une petite classe, effacer section. Tous les éléments qui vont être de type effacer section, point effacer, hop, effacer section. Je veux qu'ils aient une position absolute. Alors là, je vous fais revenir à vidéo numéro 2, où justement on avait parlé un petit peu brièvement du positionnement, etc. Donc là, on rentre un peu plus dedans. Je veux qu'il soit positionné en haut, à droite. Donc par rapport au bord de droite, je veux qu'il soit à 0 pixel. Et par rapport au bord du haut, je veux qu'il soit à 0 pixel. Donc je veux qu'il soit positionné en haut, à droite, de la fenêtre du parent dans lequel ils sont. Donc si je lance ça, que je crée une première liste shopping, ça va bien me le mettre tout en haut à droite. Et si je crée une liste to do, pareil, l'élément il va bien être en haut à droite. Là on voit qu'on a un grand écart, on pourrait le modifier. Mais ça c'est pas tellement un problème. Un trait bien rose vif. Pourquoi tu parles d'un trait bien rose vif? J'ai raté quelque chose? Peut-être raté quelque chose. Après on pourrait aussi s'amuser à faire en sorte que ça soit centré ici. Par exemple. Donc ça, le titre ici, si je me rappelle, si vous vous souvenez du tout premier épisode, vous avez dit que les titres, c'était ce qu'on appelait des éléments blocs. C'est-à-dire qu'ils prennent toute la largeur de là où ils sont. Et donc cet élément bloc, à l'intérieur, on peut modifier l'alignement de son texte. D'accord? Donc, il y a une propriété CSS qui s'appelle TextAlign et qui nous permet justement de faire ça. Donc, dorénavant, on veut que le titre, qui est là, son texte à l'intérieur, il soit centré. Donc, on a juste à faire TextAlign Center. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que tous les éléments de type H1, leur TextAlign, il soit center. Comme ça. Donc dorénavant, chaque fois qu'on va créer une liste, son titre il sera centré. On voit qu'on a une grosse marge au-dessus. Pour modifier cette marge-là, en fait cette marge-là, elle est créée, vous voyez la marge qu'on voit apparaître en jaune ici, cette marge-là, elle est créée automatiquement par les styles par défaut du navigateur. Donc on n'a pas le choix que de forcer une nouvelle marge pour l'effacer. Donc ce qu'on peut faire, c'est un margin top, et dire que par exemple cette marge en haut, elle soit que de 5 pixels, pour qu'elle soit un peu moins importante.
Donc ça aussi, on peut le rajouter. Dire que nos titres, H1, leur margin en haut, margin top, ne soit que de 5 pixels. Etc. etc. Et on peut s'amuser à modifier absolument tout le style. Shopping. Ajouter une liste. Dorénavant, je suis centré avec une petite marge en haut et mon truc à droite. Ici, on voit que nos listes, elles ont une décoration par défaut. Ça, c'est un peu dommage, puisqu'on a déjà une case à cocher, ça sert à rien d'avoir une puce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va modifier les éléments de type UL. Et je me rappelle jamais que la propriété à modifier. Remove, boulette. Voilà. Je me rappelle plus. List style tab, merci. En plus, c'est le truc que tu fais à chaque fois au tout début de projet parce que c'est tellement has-been. List style. List style tab. Type. None. Je réponds à ta question juste après, Aledin. Et donc là, du coup, maintenant, ça va être beaucoup plus beau, puisqu'on va avoir notre jolie liste, qui est déjà toute belle, magnifique. Et quand on va rajouter quelque chose, on n'aura plus cette affreuse puce qui était là. Alors on pourrait ajouter, par exemple, par contre, une petite marge là, et faire en sorte que ça dégage à droite. Donc tout ça, on va rajouter tout ça petit à petit. On pourrait faire que ça s'affiche uniquement quand on surligne le label, ou des trucs comme ça. Donc tout ça, on va le faire petit à petit. Et c'est le moment idéal pour vous partager le lien, puisqu'on est à la révision 100. Magnifique. Alors pour répondre à ta question, Aledin, j'en ai fait du PHP, et si la question c'est, est-ce que dans ces live tutos, on va voir du PHP, la réponse sera non. On va se concentrer uniquement sur la découverte de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Donc uniquement comment faire une page web, ce qu'on appelle côté client, donc côté du navigateur, mais on va pas avoir de langage côté serveur. Pourquoi? Parce que ça va demander d'apprendre un nouveau langage de programmation, le PHP, le Python, le Go, ce que tu veux, quoi. Et ça va demander encore plus de compétences à mettre en œuvre, etc. etc. C'est déjà compliqué petit à petit ce qu'on va faire, quelqu'un qui a jamais programmé, donc j'ai pas envie d'aller trop loin, trop vite, trop fort, pour des gens qui connaissent absolument rien à la programmation, mais qui ont quand même envie de décorer tout ça. Donc pour l'instant, on va uniquement se concentrer sur la découverte du côté client, donc du côté uniquement navigateur, et peut-être je ferai un nouveau cycle plus tard, pour parler d'un langage de programmation côté serveur. Par contre, si je le fais, ça sera pas du PHP, ça sera du Python, parce que je suis beaucoup plus à l'aise en Python qu'en PHP. J'ai fait du PHP, mais il y a une dizaine d'années, donc je suis plus du tout à jour sur ce qui se fait en PHP. Et j'ai pas envie de me prendre des claques et à dire que je fais n'importe quoi. Donc je ne parle bien que de ce que je ne connais bien. Et déjà, on voit qu'en JavaScript, il me manque des choses. Ou en CSS, on doit me dire le nom des listes. Des éléments. Est-ce qu'on s'embêterait pas à faire, on peut faire ça, pour que les éléments de type checkbox ici, ils aient une petite marge à droite, on a un sélecteur particulier qui s'appelle qui permet de sélectionner le type précisément. CSS input checkbox. On n'avait pas vu ça dans le cours sur le CSS. Et dorénavant, on va le voir. En CSS, on peut sélectionner des éléments. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait quand on faisait H1, UL, section. Par exemple, on sélectionnait un type de balise en particulier. On a vu qu'on pouvait sélectionner des classes en mettant point et le nom de la classe. On a vu qu'on pouvait sélectionner des ID en mettant un chevron, comme ça. Pardon, pas un chevron, un croisillon. Voilà, cherchez le mot parfait en français. Un dièse, un croisillon, plus le nom de l'ID, mais un hashtag. Ouais. Ça, c'est les étudiants 3.0. Mais on peut aussi sélectionner directement tous les inputs qui ont un type particulier. Donc là, par exemple, tous les inputs de type checkbox peuvent être sélectionnés. Et donc, par exemple, je pourrais dire que tous les inputs de type checkbox, ils ont un margin left, par exemple, de 10 pixels. En plus, non mais hashtag de toute façon, c'est même pas valide. C'est juste le symbole H, c'est même pas hashtag. Le tag, il a été rajouté pour la notion de, justement, de tag, quoi. Mais c'est un nouveau mot, hashtag, ça n'existait pas avant.
Oui, je suis bien d'accord, hein, c'était. Mais on profite de la blague pour se cultiver. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas réussi à le sélectionner? Alors normalement, mon input de type checkbox. Ah, je suis bête, j'ai mis left. C'était right que je voulais. Je me suis trompé de côté. Ça a marché, mais juste la marge que j'ai appliquée a été de mauvais côté. Donc c'était margin right que je voulais ici. Voilà. Shopping. Patate. Voilà. Et donc ça nous permet de faire respirer un petit peu notre texte. C'est ça. Alors attends, parce qu'il y a un piège Sonic TV, parce que là, pour toi, ça va probablement être la main gauche, et pour moi, c'est la main droite, parce que j'ai un effet miroir sur ma caméra, etc. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais raison, c'est juste qu'il y a l'effet miroir dû à la caméra qui fait que je me suis trompé. C'est là. Non, ça te plaît pas comme justification? Et on pourrait aussi s'amuser à dire que euh, ça, on pourrait lui dire de dégager un peu plus à droite. J'ai un peu la flemme. Bah, ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les labels et dire que les labels, pareil, ils ont une marge à droite, margin right, de 20 pixels. Maintenant, j'ai peur de taper droite et gauche. Qu'est-ce que je vais taper? Patate, évidemment. Donc là, on voit que ça le décale un peu plus. C'est pas trop mal. Mais oui, c'est ça. Le nord, le sud, tout ça, ça dépend par où tu regardes. Mais exactement. Voilà. Donc, grosso modo, on a atteint. Ah si, un dernier petit truc aussi. Si, parce que c'est important quand même. Euh, on va changer un truc indispensable. Indispensable. Class name, effacer section, parfait. Toutes les classes, tous les machins qui vont s'appeler effacer section, et les machins qui vont avoir la classe. Alors, fonction ajouter élément nouveau span. C'était celui-là qui nous servait ouais, c'est ça. Nouveau span, on va lui ajouter une classe aussi. Nouveau span, class name. Bon, ça commence à faire du code un peu. C'est pour ça qu'on utilise des frameworks. Effacer élément. Tous les machins qui vont s'appeler effacer section et les machins qui vont s'appeler effacer élément. Dans ces cas-là, je veux... Qu'est-ce que je voulais faire avec eux? Ah oui, je veux que le pointeur... Je veux que quand je passe ma souris dessus, on a une petite main qui s'affiche. Parce que c'est tellement beau. Ah, c'est quoi d'ailleurs la liste des curseurs? CSS, curseur. Ça se trouve, on aura un curseur trop stylé à mettre dessus. Faisons un truc bien sale. Il n'y a pas une liste propre où je peux voir... ça va être n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Grab, grabbing, help move, aside, no drop, not alone, pointer progress. Ouais, j'ai pas de curseur qui me fait rêver. Et donc on va dire que ça va être un pointeur. On va créer la liste, shopping. Et voilà, et maintenant on a une petite main quand on clique dessus, c'est beau hein. Enfin quand on passe notre souris dessus, on a une petite main. Est-ce que ça vous fait pas un peu rêver? Ouais, j'en ai pas un qui me fait rêver en particulier. Non, ça c'est pas bien. J'en ai pas un qui... Ah, celui qui charge pour bien feinter l'utilisateur. Non, j'en ai pas un. Bon bah ça sera un petit... Ça sera... on restera sur la petite main, ça sera très bien. Ouais, le key press, bah ouais, pour quand on tape et que quand on appuie sur entrée, on le rajoutera. C'est une bonne idée.
Alors pourquoi j'ai un espace ici et que j'ai pas d'espace là? Probablement parce que j'ai dû taper espace à un moment. Nom de la liste. Oui, parce que j'ai un espace comme ça. J'imagine que si j'avais ça, j'aurais pas d'espace. Pas grave. Ça n'a pas d'importance pour aujourd'hui. Oui, ça pourra se rajouter dans les améliorations. T'as raison, Sonic TV. Mais comme... Hey, 22h22. Comme j'essaie de me limiter à peu près 1 heure de cours, nous voici à la fin de notre heure. Donc, aujourd'hui, on a pris un petit peu d'avance sur la semaine prochaine. Puisque là, bah d'ailleurs, on va rajouter des choses pour la semaine prochaine. Ça fait pas assez. On sauvegarde et charge. Hop là. C'est bien, on a pris un peu d'avance pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, on va continuer le coup de truelle. Je vais essayer de trouver d'autres idées à faire pour rendre l'ensemble un petit peu plus joli. Après, c'est pareil, les goûts et les couleurs. On peut faire un truc super kitsch, ou alors faire un truc un peu sérieux. Ça sera aussi à vous de prendre en main le... Si ça vous intéresse, bien sûr, de prendre en main le truc pour le rendre encore plus joli. D'ailleurs, le lien où on est rendu, il est ici. Et on s'amusera à faire la sauvegarde et le chargement. Alors la sauvegarde et le chargement, comme on n'a pas de serveur vers lequel envoyer les données, on fera une sauvegarde uniquement locale. C'est-à-dire que dans votre navigateur, vous avez un espace de stockage, un petit espace de stockage. Et donc vous allez être en mesure de pouvoir sauvegarder dans votre navigateur des contenus. Donc là en l'occurrence, ça va être le contenu de toutes nos listes, etc. qu'on pourra recharger ensuite plus tard. Et donc on essaiera de mettre ça en œuvre la semaine prochaine. Ça va demander un petit peu de travail, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Il n'y aura pas de problème. Hello, merci beaucoup pour ton temps et ton application, je découvre le développement et c'est un vrai plaisir de voir la facilité de tes explications. Eh bien merci du compliment, ça me fait très plaisir. Si tu viens juste d'arriver et que ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube où il y a... où on prend tout depuis le début en fait, le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc s'il y a des trucs aujourd'hui qui te paraissaient un peu abscons, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Si t'as pas le temps de regarder les épisodes en entier, tu peux regarder juste les extraits. À chaque semaine, je découpe en extrait ce qu'on a fait pendant la séance pour que ça soit plus facile pour revenir dessus. Si par exemple tu te dis juste mince, comment gérer les événements sur un truc, bah tu vas juste voir la vidéo qui concerne les événements et puis voilà, t'es tranquille, si t'as juste besoin de te rafraîchir la mémoire. Et à la fin de l'année dernière, jusqu'au mois de janvier de cette année, on avait fait un cycle sur la petite carte électronique Arduino, comment programmer la petite carte électronique Arduino. Et donc du coup, bah, si la programmation Arduino vous intéresse, la programmation embarquée, donc qui mêle à la fois l'électronique et l'informatique, vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, il y a absolument tout ce qu'il y a pour tout savoir. Et j'ai aussi un blog sur lequel d'ailleurs j'ai quelques articles et des tutos à ce sujet. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Et comme Melcorat qui l'a très bien posté, il y a aussi le Discord, sur laquelle on est un petit peu plus de... On est quoi? On est pas loin de 250 maintenant je crois. 250 apprenants où on partage nos connaissances. Il y a différents canaux si vous voulez parler, si vous avez des questions sur l'Arduino, sur la programmation web, si vous avez des petits projets que vous voulez les présenter, pareil, il y a tout ce qu'il faut là-bas, ou si vous voulez juste papoter, n'hésitez pas à passer. Si vous avez des questions sur l'informatique en général, c'est aussi le lieu. Il y a plein de gens super compétents, donc si vous avez des questions à poser, vraiment, n'hésitez pas, vous serez bien accueillis, il n'y a que des gens gentils, c'est garanti. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous êtes bien entendu tous les bienvenus. Ceux qui connaissent pas, Discord c'est un espace de discussion où vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, même si c'est conseillé. Et donc vous pouvez créer un compte, venir discuter avec nous, etc. Merci Sonic TV. Et bah écoute, c'est tous les mardis soirs, 21h15. Je tâche, alors je suis souvent un petit peu en retard parce que j'ai des enfants et le temps qu'ils s'endorment, c'est pas toujours évident. Mais tous les mardis soirs, 21h15 pour les tutos programmation web, tout du moins jusqu'à la fin du cycle programmation web. Et sinon, en semaine, pendant la journée, je fais de la programmation où je programme un logiciel qui s'appelle Deki. je tâchais de réviser ça, left, gauche et right, droite. Et sinon, pendant la semaine, en journée, je suis en live aussi pour programmer un logiciel qui s'appelle Deki, qui est un logiciel orienté streamer, donc qui permet aux streamers de piloter leur stream, donc tout simplement en faisant, en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure que vous voyez pas, en faisant des changements de scène, comme ceci par exemple, hop, hop, en postant des messages, donc à chaque fois que vous avez vu un petit message, par exemple Twitter, hop, je clique sur le bouton Twitter, et ça affiche Twitter, etc. etc. C'est un petit logiciel que je programme depuis plusieurs mois, qui est en ligne, qui est disponible pour tout un chacun, et depuis quelques semaines, je fais donc mon travail, le développement de ce logiciel, en ligne, en stream, directement, pendant la journée. Donc si ça vous intéresse de parler développement,
Juste si vous avez des questions, si vous avez envie de parler développement ou quoi que ce soit, ou si le logiciel vous intéresse, que vous voulez en découvrir un peu plus, n'hésitez pas à passer. Dès que je suis en stream, je suis ouvert aux discussions. J'adore papoter, donc n'hésitez pas à venir et on papotera tous ensemble. Ouais, bah si vous avez des amis streamers, ou si vous-même vous streamez, n'hésitez pas à leur en parler, moi ça m'aidera. Si vous avez envie de m'aider, et que vous n'avez pas envie de payer, de faire des subs ou des trucs comme ça, ce que je peux comprendre, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, ben rien que parler de ce logiciel-là à vos copains streamers, vos copains et copines, hein, évidemment, vos tantes, vos tontons ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler. Et on peut jouer des sons Camelot durant les lives. Alors ça, c'est les perks, c'est les atouts des VIP et des subs, évidemment. Les subs peuvent s'amuser comme Melkorat à me spammer de sons à chaque fois que j'écris ou que je dis une bêtise. Je me prends des taunts audio. Merci pour ton follow, Sonic TV. Alors, je te refais pas le live de tout ce que je fais maintenant. T'as découvert déjà un petit peu tout ça. Mais regardez, c'est génial, on peut même s'amuser à jouer des petits sons. C'est magnifique. C'est absolument fabuleux. Est-ce que ça, c'est pas l'avenir du streaming? Je vous le demande. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous démontrer? J'ai même pas d'autres choses à vous montrer. Hop. Tout est beau, tout est bien. C'est parfait. Voilà, voilà. Si vous avez des questions sur la séance d'aujourd'hui ou c'est les séances passées, n'hésitez pas. C'est le temps idéal pour les poser maintenant. Et on peut faire du puissance 4 pendant la pause. Alors je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas sur cette collection de scènes. Je ne l'ai pas sur mes streams, les streams de tuto. Mais on peut faire du puissance 4 pendant les streams. À chaque fois que je prends une pause, il y a une grille de puissance 4 qui est d'ailleurs accessible sur mon GitHub. Bon, je la flemme d'aller chercher maintenant, mais faudrait que je mette un truc GitHub. Tiens, faudrait que je rajoute une commande GitHub. Ça serait pas mal. Ça serait intelligent. Et sur mon GitHub, vous pouvez rajouter le puissance 4 sur votre propre stream. C'est la folie. On fait vraiment des choses. C'est vraiment c'est la folie, hein. C'est le renouveau du streaming ici. Et je vais rajouter ça tout de suite, tu sais quoi. StreamYard. Hop, login. Allez. Login-toi. C'est très varié, c'est ça, c'est le terme, c'est très varié. Quand j'ai pas envie de programmer, je joue. Et quand j'ai pas envie de programmer Deki, je programme autre chose. Parce que j'aime bien programmer quand même. D'ailleurs, si vous avez des idées, s'il y a des trucs qui vous amusent, et que vous dites, tiens, ça ferait un chouette truc à coder en ligne, bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas et je peux m'amuser à le programmer avec vous en ligne, quoi. L'ensemble de mes codes source, le code open source est dispo sur mon GitHub. Profil, compte, profil, GitHub. Et voilà, confirme. Et voilà, nouvelle commande. Instantanément. GitHub. Un client MQTT. Alors MQTT c'est RabbitMQ? Non? Je me rappelle plus. J'en ai fait une seule fois, j'ai utilisé une seule fois MQTT, c'était il y a super longtemps. Bon, il doit y avoir plein de librairies pour utiliser MQTT, non? Attends, je vais vérifier du coup, avant de dire des bêtises. Non, c'est plus light, d'accord. A lightweight messaging protocol for small sensors and mobile devices. Ça me dit quelque chose MQTT? Elle est pas super sexy. J'ai pas mis en marche la petite boule, tiens, pour ceux qui se posent la question. Par exemple, pendant les streams, on s'est amusé à faire cette petite boule lumineuse. Et cette petite boule lumineuse, vous pouvez changer sa couleur. Écrit les commandes dans le chat, dans les panneaux, sous le stream Twitch. Alors désolé pour vous YouTube, d'ailleurs coucou YouTube. Faut venir pendant le live. Donc ça par exemple, on l'avait fait pendant un stream, un samedi après-midi, on s'était amusé à faire ça.
Et derrière tout ça, c'est... Hop. Derrière tout ça, c'est une petite carte électronique qui se connecte à mon réseau Wi-Fi. Ça ressemble à ça. Hop. Dessus, il y a une petite antenne. J'ai rajouté une petite balle de jonglage qui a des petites LED de couleur. Et j'ai connecté les deux. Et ça se connecte automatiquement au chat de Twitch, de ma chaîne. Et vous, du coup, ça lit tous les messages et vous pouvez vous amuser à changer la couleur. C'est fou, hein? Merci pour ton follow, Pablo de Tabasco. Je sais pas si t'étais là plus tôt et s'il faut que je refasse toute la présentation de tout ce qu'on fait sur la chaîne. S'il faut, n'hésite pas à le dire. Je me ferai un plaisir de raconter ce qu'on fait ici. Mais du coup, on fait des trucs un peu divers et variés. C'est la folie. Et le fameux bot qui permet de jouer des sons dans le chat, c'est pareil, c'est un truc qu'on s'était amusé à coder en ligne. Le puissance 4, je l'ai codé dans mon coin, ça. Ouais, c'est ça, j'avais codé dans mon coin. Mais j'aurais pu le coder en ligne aussi, c'est vrai. On fait des trucs absolument merveilleux. Tous plus inutiles les uns que les autres, mais c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vous écoute. Sinon, vous pouvez continuer à écouter ma voix douce et voluptueuse. C'est pas un projet du labo? Le puissance 4? Le puissance... Tu veux dire sur le Discord? En tout cas, t'as l'air super sérieux, mais surtout passionné de ouf. Ouais, bah... super sérieux, après... je sais pas si ça peut être considéré comme super sérieux, quoi. Mais c'est vrai que j'aime coder. J'aime la programmation parce que c'est plein de petits challenges qui sont assez rigolos. Plein de petits challenges qui sont assez rigolos. Et ouais, ça me plaît. Je suis tombé dedans il y a quelques années. Ouais, il y a presque une quinzaine d'années. Ouais, il y a pas loin d'une quinzaine d'années. Et c'est vrai que ça m'a toujours plu la programmation parce que je sais pas, ça me parle en fait. J'ai toujours eu... Peut-être que j'ai le cerveau qui est adapté à ça, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont à l'aise avec d'autres choses, mais moi la programmation ça me parle assez facilement. Donc ouais, carrément je vais continuer. Après il y a des fois c'est chiant. Il y a des fois t'as des problèmes, t'as pas envie de les résoudre. Il y a des trucs en programmation qui sont sérieusement qui sont chiants quoi. Mais sinon ouais en général c'est rigolo. Et quand t'as des petits trucs rigolos à faire, comme ça par exemple, bah franchement c'est rigolo quoi. Enfin, c'est marrant, tu te dis tiens je vais faire une petite loupiote qui peut être pilotée à distance par des gens qui sont en train de regarder le live. Et en plus, super méta, on a codé en live la petite loupiote. Alors les gens s'amusaient à tester au fur et à mesure que je développais le truc. Les gens s'amusaient à tester la petite carte, voir si tout fonctionnait comme j'étais en train de le coder et tout. Du coup, c'était vachement intéressant. Enfin, je veux dire, j'adore l'interaction. J'adore Twitch pour ça. Ça fait 6 mois maintenant que je stream et j'adore l'interaction que peut produire un stream. Par rapport à créer, je pourrais créer des vidéos, tu sais, en classique quoi, juste faire des vidéos, faire un montage et les foutre sur YouTube, mais tu perds le charme de la communication avec les spectateurs et moi je trouve ça absolument génial de pouvoir discuter avec vous et qu'on puisse réagir, que vous puissiez réagir aux conneries que je suis en train de dire, des trucs comme ça, vous poser des questions sur ce que je suis en train de faire et tout, qu'il y ait cet échange, je trouve ça vraiment super, donc c'est clair que c'est motivant quoi, c'est plutôt cool. Donc tu fais partie de la masse silencieuse. Bah n'hésite pas à parler, hein. Je mords pas, t'as remarqué, en général ça se passe bien, je suis relativement gentil, je me plais à penser que je suis quelqu'un de bienveillant. Et on a de la chance parce que ça soit sur le Discord ou sur les lives, à chaque fois il y a des gens qui sont très gentils et du coup ça se passe très bien, ils sont toujours de bonne humeur et qui sont très agréables. Donc on a de la chance, faut en profiter. C'est pas partout pareil. Il n'y a pas de toxicité ici. Même si Melkorat, il me charrie sans arrêt, je suis sûr qu'au fond, il est très gentil. Bon bah voilà, je sais pas. Alors coder un MQTT en JavaScript, je sais pas si c'est pas difficile à faire. Est-ce qu'il n'existe pas des librairies qui font ça déjà? JavaScript, MQTT. MQTT.js, bah voilà, c'est merveilleux ça. De MQTT Client for Node.js and the Blogger. Et du coup, alors attends, c'était Tinos qui posait la question. Et du coup, Tinos, tu sais quoi ton objectif avec ça? Tu fais de l'internet des objets un petit peu, des trucs comme ça? MQTT.js. MQTT.js is a client library for the MQTT protocol written in JavaScript for Node.js and the Blogger. Je suis le pire et pourtant je suis pas méchant.
Je suis aussi silencieuse. J'écoute religieusement tout ce que tu dis, même les bêtises. Ouais, mais faut pas hésiter. Tu dis bonjour, Quick Tilted. Je t'ai vu passer tout à l'heure. T'as été parmi les premiers sur le stream à faire un petit coucou, donc tu vois, t'es pas si silencieux. C'est bien de dire bonjour, ça permet de savoir et d'engager la discussion. T'as des capteurs Zigbee. Oh, d'accord. Et du coup, comment ça se passe? T'as tes capteurs et t'as une centrale de collection Zigbee. Alors pour ceux qui connaissent pas, Zigbee, c'est un protocole de communication faible consommation d'énergie et on peut dire faible portée finalement. Faible débit. Surtout faible débit en fait, pas forcément faible portée mais faible débit. Et du coup ça se passe comment? T'as une centrale de collection qui elle va ensuite va communiquer via internet pour balancer les données je suppose, un truc comme ça. Et ça passe par un MQTT? D'accord. Var MQTT, require MQTT, var client MQTT connect. Ok. Et donc ça se passe comment? T'as un serveur MQTT qui va recevoir toutes les requêtes de ta centrale et toi t'aimerais pouvoir les lire après avec un client JavaScript? C'est ça? En soi ça n'a pas l'air méga compliqué. Ok, très bien. Et celui-là j'ai juste regardé en 2 secondes, hein. J'ai pas creusé le sujet et comme j'en ai pas forcément d'intérêt, je vais pas forcément le creuser non plus, mais... J'imagine qu'un truc comme ça, t'es déjà tombé dessus, t'as déjà dû creuser la question. Je peux... Oui, ça marche plus. Voilà. Tout pété, c'est nul. Des fois, mon navigateur, il déconne. La chaîne, elle va peut-être changer d'allure. J'ai reçu un mail de Twitch qui m'a dit que... pourrait changer. Ah oui, si, j'ai une question à vous poser pendant que vous êtes là. Je regarderai quand j'aurai un peu le level en JS. D'accord, ça marche. Bah ouais, après ça vient. Bah continue à venir au live. J'ai une question à vous poser. Est-ce que pendant la diffusion aujourd'hui, vous avez eu des soucis pour regarder? Est-ce que vous avez regardé en 1080, en 720 et est-ce qu'il y avait des problèmes de débit? Parce que j'ai des collègues de streamers qui m'ont dit qu'ils ont reçu un mail de Twitch les prévenant que le débit allait être bridé sur... qu'ils allaient par défaut mettre en 720p ou je sais pas quoi. Moi j'ai pas reçu de mail, Twitch m'a rien envoyé, donc je sais pas si tout le monde est concerné ou si c'est juste certaines chaînes ou des trucs comme ça. Donc je sais pas. Si jamais vous avez l'information, ça m'intéresse. Vous pouvez me dire si ça s'est bien passé, si vous avez bien vu tout ce qui s'est passé. Yes, mais pas encore, bientôt aller. D'accord, ok. 1080 de ton côté en source, ok, très bien. Parce que moi j'ai rien reçu, j'ai pas reçu d'informations. J'ai pas reçu d'informations comme quoi il y avait quelconque problème quoi. Donc je suis parti du principe que tout était bon. Simplement. Alors. Écoutez, là je fais une bêtise. Si vous avez pas plus de questions, c'est pas du vrai village. C'est juste... Pourquoi tu dis que c'est pas du vrai village? Pour utiliser Netflix, c'est juste la qualité automatique. Eh bah c'est ça. Eh bah, dans le mail que mon pote a reçu, mon collègue streamer a reçu, il m'a dit que c'était ça. C'était que par défaut, les viewers seraient mis à 720p plutôt que mettre à la qualité source en fait. Mais qui peuvent repasser en qualité. Donc en fait, ok, donc en fait y a pas de problème. Moi ça change rien. Je continue à streamer à balle et c'est juste que Twitch a mis en place le... Comment ça s'appelle? Le transcodage pour tout le monde quoi. Mais vous pouvez continuer à sélectionner la qualité source. Ok, très bien. Oui, parce que tous les gens qui vont pas cliquer par défaut pour passer en 1080, ils vont être à 720. Non mais c'est très bien. Très bien, très bien. Bon bah on fera comme ça. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser vous reposer, si jamais vous allez dormir. Si vous voulez continuer à apprendre, j'ai découvert un nouveau streamer qui apprend le Python. Et le Python, c'est ma passion. Donc ce que je propose c'est qu'on va lui faire un petit coucou, on va lui faire un petit raid sur sa chaîne. On va lui faire un petit coucou. Et
vous souhaiter un bon apprentissage. Et si vous du coup vous voulez apprendre le Python, bah, je pense que ça sera un bon arrêt. Allez le voir, ça sera une bonne idée. Est-ce que ça vous va? Et bah écoute, ça sera avec plaisir. On se revoit tous les mardis à 21h15 pour les apprentissages, et sinon tous les jours ou presque pour les streams. De Deki Deki. Et on va aller voir Dei qui apprend le Python. Et le Python, c'est ma passion. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et probablement à demain si vous voulez passer sur le live. A très bientôt.